bienvenue au Polysecure épisode technique. Je suis avec Nicolas. Salut Nicolas, comment ça va? Ça va bien. Je sais pas si j'ai bien habitué. On s'habituera pas, là. Ça aucune va chance. Pas à chaque fois, on va en rire à chaque fois. Bon, bref, clairement, ça va bien. Cette fois-ci, nous allons parler de la modernisation d'applications, qui est un peu la fameuse migration de nos guinées sur site à des infrastructures modernes en info nuagique. Google a une approche très intéressante à ce niveau-là, puis j'aime ça que justement, commence avec ça, puis on va suivre. Yes. Fait que je vais commencer par te faire une petite mise en contexte. OK? Oui. Remonte en 1999, quand Google Search a détrôné Alta Vista. Je viens peut-être de sortir un mot que personne n'a entendu depuis. Ouais, ça fait. Il y avait des affaires bizarres là-dessus. Eh boy, non, c'était pas chic. Puis il y en avait un autre, c'était Hasta la Vista, qui lui est encore plus bizarre. Oui, ça, si tu voulais moins aller là. Non, tu veux pas aller là. Dans ce temps-là, non, tu voulais pas aller là. Fait que bref, en 1998-99, quand Search a commencé à avoir pas mal de pression, tu sais, par la demande mondiale, ben, effectivement, l'infrastructure de Google devait subir des transformations sévères pour pouvoir supporter et soutenir la demande. C'était impossible avec la demande mondiale de la croissance de Google Search. C'était impossible de faire ça avec des VM ou avec des serveurs en métal. Ça se pouvait pas. Il y aurait eu des enjeux fonctionnels et opérationnels complètement débiles. C'est là que Google a commencé à réfléchir un peu à une autre façon de livrer ses applications à la planète. Puis il y a quelque chose qui est né de ça, qui a été créé par des Googlers. Google développe son propre code pour ses propres besoins. Puis c'est là que Borg est devenu, a été relâché à la planète. Ben, pas à la planète, mais à l'interne. C'est là que Borg a commencé à être utilisé. Borg, ce que ça faisait, en gros, c'est que ça découplait le système d'exploitation de l'application. Puis Borg, par la suite, a pris toute la place chez Google. C'est devenu la façon de développer des applications pour soutenir Search, YouTube et compagnie. Ce qui s'est passé, c'est Google est un grand contributeur de la communauté open source. Il était tellement populaire puis il pouvait tellement régler des problèmes en dehors de Google que Google a décidé de donner ça à la planète, à l'univers, puis le rendre Borg open source, ce qui est devenu Kubernetes. Donc, pour ceux qui ne savaient peut-être pas, Kubernetes, c'est Google qui l'a inventé, qui l'a par la suite redonné à la communauté. Puis, il faut regarder un peu le concept, puis pourquoi on parle de modernisation d'application dans une session de sécurité, là, dans un podcast de sécurité, c'est que fondamentalement, quand on regarde un peu les enjeux en sécurité aujourd'hui, les gros pain points, c'est quoi? Ben, ça revient tout le temps à patcher l'OS, patcher les applications, la surface d'attaque, gérer tous les services, être sûr qu'on n'a pas de vulnérabilité exploitable, du moins. Puis, il y a beaucoup de ça qui disparaît littéralement quand tu enlèves le système d'exploitation de l'équation. Fait que le sujet de ce que je voulais qu'on jase aujourd'hui, c'était vraiment ça. Ben, se débarrasser du West, pour moi, c'est une bénédiction. Là. De toute façon, puis là, on en parlait en off aussi. Toute l'ampleur des journaux qui sont associés au OS, on se débarrasse d'une partie, on se débarrasse de la complexité. La complexité de la gestion, l'orchestration de ces machines-là, c'est pas simple. Puis combien d'organisations ont des vieilles guinées qui traînent justement parce que c'est trop compliqué à mettre à jour, ça suit pas, ça prend des efforts. Puis on en oublie quelque part, puis ça finit par finalement, comme dans certains vieux films d'ailleurs, où il y a un ordinateur dans le fin fond de l'université quelque part qui traînait, puis là, ils connaissent l'adresse IP par je sais pas pour quelle raison, puis ils vont le partir. Ben on en a plein d'affaires comme ça dans les entreprises qui ont une histoire, fait qu'effectivement se débarrasser de ça, puis là on rit, là, mais il y a encore des Windows XP puis des Windows 2003 qui existent, puis même prendre des Windows 2000 qui existent encore dans des infrastructures avec des vieilles affaires mais ça, c'est vraiment une autre époque, là. C'est pas de la Vista, là, mais c'est pas mal cette époque-là, là. C'est vieux, là. C'est vieux, puis c'est encore là. Puis c'est souvent là qu'on se fait faire mal. T'sais. Les entreprises font... Quand tu regardes, mettons, les statistiques de ransomware, là, ça rentre principalement par le système d'exploitation. Donc, une fois que tu enlèves ça, ben maintenant, c'est comment le faire, ça, c'est un autre game. Mais il faut comprendre au minimum que c'est là. Il y a tellement de mes clients en ce moment que
ils savent même pas. Pour eux, le cloud se limite à de la migration de charge. C'est-à-dire, j'ai des choses en bas dans mon data center on-prem, je les migre en haut. Tu sais, je déplace mes vieilleries. Ouais. Je prends mes vieilles VM, je les migre dans le cloud. C'est bien bon, t'as plus de sécurité physique à gérer, t'as une disponibilité généralement meilleure parce que l'électricité est plus robuste, air clim et compagnie, puis le cloud provider va te donner une robustesse que t'avais peut-être pas avant. À la fin de la journée, t'as la même VM. Puis là, être exposé dans des structures c'est ça. Puis c'est un peu de faire vivre des choses vieilles dans des nouvelles infrastructures, des nouvelles sphères. Ce qui nous amène à des erreurs supplémentaires. Tout l'intérêt de couper le OS le plus qu'on peut, là, de réduire ça. Puis là, c'est l'autre aspect aussi de débarrasser du OS, parce que ça prend des gens à gérer ça. Ouais. On est dans un univers où on a pénurie, mais une pénurie très importante de gens. Donc, on n'a plus la capacité de gérer ça dans nos entreprises, dans nos organisations, parce que ça apporte pas de valeur. Ça revient toujours. Est-ce que ça apporte de la valeur? Ça apporte aucune valeur à l'organisation de gérer des GPO pour gérer les configs des serveurs, de repatcher ça tous les mois, parce que tous les mois, il faut recommencer, puis c'est du temps, il faut les tester, puis c'est du temps que ça prise à rien, puis ainsi de suite. Donc, c'est très, très lourd. Puis là, on doit acheter des produits de sécurité sur ces machines-là aussi, sur ces OS, parce qu'on doit les protéger. On doit mettre des antivirus, des patchs, on doit collecter les logs. Il y a énormément d'efforts associés juste le OS. Puis souvent, on n'a pas d'application encore dessus. Là. C'est ça, on n'a rien fait. On a juste comme la base, puis on est prêt à accueillir l'application. Puis le pire, c'est que tu sais, quand tu regardes historiquement, quand moi j'achetais un logiciel, remonte à 20 ans, là. T'achetais un SAP, Oracle ou n'importe quel ERP d'entreprise. Là, la business allait choisir son logiciel pour rouler sa business. Là, ça revirait vers le directeur IT. Elle achetait le DVD. Là. Elle la donnait le DVD au directeur IT. Ouais. Là, le directeur IT, il fallait qu'il monte son infra. Là, il disait, OK, ça roule sur quoi? Ça roule sur un système d'exploitation, Windows, Linux, pas important. Puis là, il va se monter toute l'infrastructure. Tu sais, la grosse valeur du cloud, c'est que là, t'as plus ça. T'as plus ça à gérer parce que ça, c'est tout pris en charge. T'as encore le même logiciel, tu sais. Tu règles pas tant en sécurité. À cette heure, c'est comment tu vas faire pour bénéficier de Kubernetes? Comment tu vas faire pour réussir à moderniser ton application? Tu sais, c'est un peu ça le sujet, parce que c'est facile pour c'est très facile pour une équipe TI de dire on est maintenant dans le cloud, on est content. Puis là, on apprend les cloud providers, puis là, c'est des nouveaux concepts. C'est le fun, mais est-ce que ça a réellement réglé des problèmes? Tu sais, OK, tu n'occupes plus de pieds carrés de salle informatique. C'est super. T'es-tu en meilleure posture? Généralement, non. Puis est-ce que le prix que tu payes dans le cloud, est-ce que c'est réellement ce qu'on t'avait dit que ça allait être? Ouais, ça aussi, c'est l'incompréhension, mais ça, c'est la classique. De toute façon, du lift and shift pur et dur, ça coûte plus cher. Puis il y en a qui vont dire que ça coûte des fois jusqu'à 10 fois plus cher que les infrastructures sur site. Déjà là, il me semble c'est financièrement pas responsable de faire ce geste-là. Puis juste à sa face même, puis là, on n'a aucun bénéfice de sécurité, quoi quand même on déplace des problèmes de sécurité différents, parce que rendu en infonuagique, la chance de faire une erreur d'infrastructure infonuagique est beaucoup plus grande et le dommage est donc beaucoup plus grand. C'est vrai? Mais ça s'est déplacé. Tu parlais des rançons logicielles. Sur site, c'est l'utilisateur qui est dangereux puisque lui, il va s'infecter. Ouais. Il va infecter le restant de l'infrastructure. En infonuagique, c'est l'infrastructure, c'est un opérateur qui fait une erreur. Puis on en fait tous des erreurs. Ouais. Peut mettre à risque beaucoup d'infrastructures. Puis on le voit là, je ne vais pas me casser du sucre sur d'autres du beurre. Mais dans le cas de l'incident, au moment qu'on enregistre, c'est tout frais, mais je me dis que ça va se débouler. L'opérateur, il a fait une erreur en sens, il a accepté, il s'est fait avoir dans une chose, puis ça a mené à une situation qu'on connaît à l'heure actuelle. Mais parce qu'on est faillible comme humain, puis si on fait reposer sur ce genre de choses-là dans l'infonuagique, bonne chance. Ouais. Fait que maintenant, on a couvert ça, c'est de l'infrastructure as a service. C'est les migrations les plus de charge. La migration de charge, c'est ce qu'il y a de plus traditionnel. C'est c'est la voie la plus rapide pour aller dans le cloud. Est-ce que c'est la meilleure voie? Ça, c'est une autre affaire. Puis c'est là que je veux qu'on creuse un peu le sujet aujourd'hui, spécialement sa sécurité. Fait que, mettons que tu enlèves l'OS, que tu prends une application Windows, un serveur Windows, un serveur Linux ou un serveur, peu importe le système d'exploitation, là,
traditionnel avec un OS, une base de données, un front-end, whatever, une application 3 tiers, 2 tiers, whatever. Comment tu vas la faire? Comment tu fais? Faut que tu enlèves, faut que tu arraches l'application au système d'exploitation, puis tu roules quand même le volet applicatif. Puis ça, chez Google, ça s'appelle GKE, c'est Google Kubernetes Engine. Fait que là, le produit, ce que ça fait, c'est que là, nous, on va s'occuper de l'infrastructure Kubernetes, puis on va rouler les containers on top de ça. C'est-à-dire que si on regarde d'un point de vue infrastructure as a service, on a une coquille qui est l'AVM, son application, ses librairies. C'est un tout. Puis de l'autre côté, quand on est dans une application moderne, on n'a plus l'AVM, on n'a plus le système d'exploitation, on n'a que les containers, qui sont essentiellement les librairies puis l'application. Donc, ta préoccupation, comme gars de sécurité ou fille de sécurité ou peu importe, IT, c'est t'occuper de quoi? L'infrastructure est complètement gérée par Google. On s'occupe des mises à jour, on s'occupe du scale-out. Après, ce qui te reste comme responsabilité, c'est de t'assurer que ton code n'est pas vulnérable. Ouais, évidemment, c'est ça. Ah oui. Mais ça, tu l'avais avant, ce problème-là. Oui, c'est le même problème qu'avant. Ça change pas. Ça change pas. ça change pas. Mais ce qui change, c'est que tu n'as plus besoin de t'occuper de cette coquille-là qui était juste en dessous. Fait que là, ça veut dire, c'est Google qui va gérer tes patchs de système d'exploitation. C'est Google qui va gérer ta sécurité d'infrastructure. Puis, tu n'as plus besoin d'EDR. T'as plus ton SIM. Ça va être quoi l'impact sur ton SIM? Il va y avoir beaucoup moins de contenu qui va rentrer. Je vais m'intéresser qu'aux logs applicatifs qui, en général, ne sont pas si volumineux que ça. Si on parle contrairement à des logs de OS, puis juste, disons, un log de OS, un serveur de fichiers, par exemple, toutes les traces fichiers qui sont faites, c'est immense en termes de choses. Cette notion-là d'accès aux fichiers n'est pas vraiment existante en info numérique, ou pas de la même façon, du moins. De toute façon, même le stockage en info numérique, c'est même plus la même affaire. Là, on parle plus de blogs, puis d'objets, puis de choses. On n'est même plus dans le même univers de stockage. Fait que c'est pas... tout est différent. Là. Ça, il y a juste des bénéfices à se débarrasser de l'OS. C'est sûr qu'il y a des concepts qui restent, puis il y a des concepts qui s'ajoutent. L'affaire, c'est que quand on se débarrasse de l'OS, les concepts qui disparaissent, la charge, le poids là, de soutenir la gestion des vulnérabilités, gestion du SIM, gestion de l'EDR, qu'on n'a plus à faire essentiellement une fois qu'on n'a plus de système d'exploitation en application moderne, les bénéfices là, surpassent largement les problèmes ou les nouveaux enjeux. On va se concentrer sur ce qu'on faisait déjà, on devait déjà faire avant de toute façon, parce que on devait déjà surveiller la sécurité de l'application. Fait que ça, on s'en sort pas. Fait que ça, on l'avait déjà de toute façon. On fait juste une partie qu'on n'a plus à faire. Fait que ça libère du temps pour qu'on se concentre sur l'application. Et historiquement, on a probablement, en tout cas, ce que j'ai vu, puis tu vas parler de ton expérience aussi, mais normalement, dans l'application, on n'a pas mis tant d'énergie en cybersécurité qu'on a mis sur le OS. L'OS, on est rendu des kings, on a des EDR, on a plein d'affaires, on est vraiment... On met beaucoup de temps et beaucoup d'énergie là-dessus. Puis l'autre bord, comme c'est arrivé plus tard, on a mis moins de temps, moins d'énergie. Donc, on a laissé tout ce pan de mur-là vulnérable. Puis c'est ce pan de mur-là, maintenant que les malveillants s'intéressent parce que l'autre bord, ils s'intéressent, ils savent qu'on est bon. Fait que là, ils vont aller du bord où on est moins bon, on a mis moins d'énergie, on a mis moins de temps, des choses comme ça. Donc, ça va nous permettre de basculer ce temps-là vers ce qu'on aurait dû faire il y a longtemps. Oui. Et de nous concentrer sur la sécurité des applications. Tu sais, naturellement, dans les applications qui sont très modernes, nous, chez Google, les clients qui sont, mettons, les startups ou on appelle ça, on a une catégorie, on appelle ça des digital natives. Des digital natives, chez nous, c'est nos clients qui sont... Il n'y a aucune infrastructure legacy. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de VM. Fait que là, tu rentres dans un contexte où tu es hyper agile. Parce que si tu dis que toi, tu es une fintech ou tu es dans le media and entertainment, tu décides de prendre ton produit puis de le vendre sur toute la terre d'un coup, tu n'as aucune limitation parce que ton container ou ton applicatif, c'est juste ça que tu as besoin de te soucier. Puis most likely, si tu l'as conçu dans le cloud, ça veut dire que ta base de données en dessous, elle est cloud native aussi. Fait que elle non plus, elle n'a pas d'OS. Elle n'a pas. Elle consomme comme un service. Non, c'est ça, c'est vrai de ça. Fait que les digital natives chez nous, ils ont tendance à avoir un niveau de charge inhérente à la sécurité qui est vraiment plus basse. Oui. C'est vraiment pas rare que je rencontre des digital natives.
écoute, ils n'ont pas besoin de gérer de firewall, ils n'ont pas besoin de gérer d'EDR. Il y a beaucoup de trucs qui n'ont pas. C'est sûr qu'il y a tout le endpoint, là, l'employé reste là. Oui. Là. Mais ce que je te parle, c'est dans leur cloud, il y a des trucs qu'ils n'ont pas. Puis c'est pas parce qu'ils l'ont pas encore mis ou parce qu'ils sont négligents, non. Qu'ils n'en ont pas besoin. C'est ça, ils sont ailleurs, mais ils mettent leur énergie là, à d'autres places. C'est ça, on revient. Ils concentrent sur l'applicatif, puis ils se concentrent sur le maudit endpoint. Puis ça, c'est une douleur, mais ça, on peut pas. Jusqu'à certains points, on peut pas On va en reparler d'un autre. On peut pas le basculer dans l'infonologique aussi facilement que ça. En tout cas, pas dans l'esprit où on doit se déplacer avec un objet. Là. On n'est pas encore dans ce rendu d'une virtualisation-là. Mais il n'empêche que. Puis l'autre aspect que j'aime beaucoup de ça, c'est que. Puis ça, c'est un aspect nouveau, c'est qu'on va traiter ça comme du bétail. Les computes vont être jetables. Et jetable à un point, puis c'est l'autre bénéfice de sécurité aussi, c'est que la rapidité à laquelle, puis ça, j'aime ça, les chiffres, le Google, je sais pas si t'es avec toi, mais le nombre de mises à jour qui se font dans une seule journée, c'est des chiffres qui sont faramineux. Ça n'a pas de bon sens. Ça cycle parce que sont tout le temps en évolution, tout le temps en train de choses, puis ils ne se préoccupent pas, même chez Google jusqu'à un certain point. Les services comme YouTube qu'on connaît ne se préoccupent plus de l'infrastructure non plus. En dessous, eux autres, ils déploient leurs affaires comme des vrais développeurs, comme les digital natives que tu disais. Ils font ça, ils vont faire de la même façon, puis ils ont leur couche de persistance à côté pour maintenir leur base de données. Puis, fait que les digital natives, c'est facile pour eux parce qu'ils n'ont pas d'histoire à tenir. C'est des startups qui ont démarré dans un an. Ils sont nés avec le cloud. Fait que c'est facile quand tu es né avec le cloud de partir droit maintenant. Je suis pas mal sûr que les gens qui écoutent le podcast, il y en a beaucoup qui sont pas là, puis que c'est un peu le but du podcast. Je pense que c'est un peu de partager des idées. Il y a moyen de containeriser une application legacy. Ça, je pense que s'il y a une chose que j'aimerais qu'à la fin du podcast, les gens y aient appris de Google, là, c'est ça. C'est que l'expertise que Google a développée à créer des applications sous forme de container, à moderniser des applications. On a créé aussi des outils qu'on a donnés à l'univers parce que c'est des outils qui sont, selon la terminologie interne de Google, at no additional cost. Donc, que tout le monde peut utiliser parce que nous, ce qu'on facture, c'est l'utilisation de GKE, c'est l'utilisation de NTOS, c'est l'utilisation de tous nos outils qui sont des orchestrateurs de containers. Mais l'utilisation de l'outil pour le migrer, il n'y a pas de coût inhérent à ça additionnel. Fait que ça veut dire que tu peux prendre une machine, puis là, la liste sur le site web de Google est des OS qui sont puis des applicatifs, des librairies qui sont compatibles. Il y en a qui est assez grosse, je te l'ai montré tantôt, elle est quand même assez importante. Ça comprend Windows 2008 en montant, IIS, ça comprend un paquet de kernels, de versions de Linux différentes. Mais ça, nous, on a un outil que vous roulez ça sur votre vCenter, votre VMware ou sur... Même si vous avez déjà fait une migration de charge dans un cloud provider aujourd'hui, peu importe le cloud, on est capable d'évaluer puis de vous dire, OK, cette machine-là, c'est une candidate à la containerisation. Cette machine-là aussi, pas celle-là, pas celle-là. Fait qu'on est capable de vous donner avec cet outil-là une vue de qu'est-ce que vous pourriez moderniser. Ça, une fois que tu fais ça, là, tu es capable d'essayer là, tu réalises qu'est-ce que tu es capable d'avoir comme bénéfice en sécurité après. Parce que là tu es capable essentiellement, si tu as 1000 VM sur un data center, que tu en as, mettons, 50 ou 60% que c'est de même en migration, là, que tu cliques des doigts, ish. Ouais, ish. Il y a un petit effort, mais oui. Un petit effort, que tu es capable de la prendre, puis de découpler l'OS. Ben, fais juste mesurer combien d'IPS que tu envoies à ton SIM, combien de licences DDR que ça tu vas sauver, combien de patchs que tu vas te sauver, combien ton système de gestion de patch. Ça n'a pas de bon sens, imagine ça. On a tout développé une infrastructure autour du fait qu'on doit gérer des patchs. Les années 90-2000, c'était lasé. Il y a plein de compagnies qui sont nées de ça, qui ont développé des systèmes là, spectaculaires, surtout dans l'univers Windows, pour gérer des patchs. C'était le rendu l'élément fondamental. Je ne veux pas faire de peine à la personne qui écoute, là. Mais la réalité, c'est que c'est ça, là, gérer des patchs, comment t'as dit... Je peux pas croire qu'avec la pénurie de main qu'on a aujourd'hui, qu'on passe encore du temps à gérer des patchs. Ça n'a pas de bon sens.
Mais je dis pas de pas patcher, là. Je suis sûr que. Non, mais pas ça, mais patcher, c'est juste que vos affaires. ça ajoute pas de valeur. On vient toujours à la notion de valeur. Ça n'apporte pas de valeur. Tant qu'à ça, basculer vers des systèmes comme offert par Google, justement, qui permettent rapidement de moderniser les applications, puis justement, le gain de sécurité, il est immense. Puis juste de pouvoir passer du temps à autre chose, à sécuriser les applications, à sécuriser les autres affaires, puis tout ça, c'est... Wow! T'as déjà fait du IR suite à un gros incident? T'as déjà fait du forensic sur essayer de trouver? Hein? Oui, non, c'est pas super plaisant. La gestion d'incidents, c'est pas super plaisant. Puis quand ça vient de toucher aux infrastructures serveurs, puis des affaires comme ça, généralement, il y a beaucoup de tristesse dans les organisations quand ça se suit. Puis le temps qui doit être mis à trouver puis à corriger ensuite, ça aussi, c'est très dispendieux. Puis on le calcule pas, mais... une gestion d'incident, là, puis justement, on en a plein. Là, c'est assez, les médias en sont pleins, mais ça coûte des millions pour ces entreprises-là à l'heure actuelle de coûts de perte de business parce que les choses ont arrêté, perte de crédibilité, perte de dépenses parce qu'ils doivent embaucher justement des équipes de gestion d'incidents, de forensic, tout ça pour récupérer, prendre du temps d'avocat, du temps de PR parce que tu dois de gestion de communication à faire. Tout cet argent-là, on pourrait peut-être bien d'autres choses que faire ça pour justement servir à ça. Puis on s'évite ce genre de problème-là. Puis cependant, ça amène des défis différents. Là. C'est sûr que ça, moi, j'ai pas particulièrement d'expertise en Kubernetes. Fait que c'est sûr que je vais devoir commencer à basculer mes connaissances vers cet univers-là pour suivre la tendance. Justement, mais les défis de sécurité sont différents. Puis même de gestion d'incidents sont différents aussi. Là. Mais il y a beaucoup de concepts à l'intérieur de Kubernetes qu'on est capable de reprendre. Mettons, parce que là, on se dit, Kubernetes n'empêche que ça reste une boîte sur laquelle on roule des containers. Puis quand on voit, mettons, les nouvelles architectures d'applications, là, je te parle pas là, de lift and shift que tu aurais containerisé. Je te parle d'une équipe qui a codé sa propre application. Généralement, ça va tout se faire avec les nouveaux concepts où est-ce qu'ils vont morceler les fonctions. Que tu vas avoir ça va être un container pour la fonction, mettons, un microservice. Des microservices. Fait que là, mettons, tu es une entreprise de commerce électronique, là, tu vas avoir un microservice, c'est le cart. Un microservice, c'est l'inventaire. Un microservice, c'est le supplier network. Tu vas avoir un autre microservice, ça va être le paiement. Fait que, tu vas avoir plusieurs microservices. Mais ultimement, ces microservices-là se parlent entre eux. Fait que, il y a quand même de la sécurité qu'il faut que tu sois capable d'implanter là-dessus. Parce que là, tu vas avoir deux microservices qui communiquent entre eux. Ben, il faut quand même être sûr que c'est pas quelqu'un qui a réussi à breacher à travers un container puis spawner up un nouveau container puis de s'insérer là-dedans pour miner des bitcoins. Là. Ça existe. Bon. Chez Google, on a à travers SCCP notre petite surveillance, on est capable de sortir tous ces patterns-là. Puis évidemment, mais tu pourrais toujours rouler un container qui est littéralement un firewall ou un sidecar à l'intérieur de ton environnement pour intercepter le trafic. Il y a moyen. Ce que je veux dire, c'est pas de la magie. Là. Containeriser des applications, ça va amener des nouveaux concepts, mais tu vas tellement te débarrasser d'affaires qui sont pesantes puis qui amènent zéro valeur, comme patcher, l'EDR. Juste au niveau de tes licences EDR puis ton SIM. Imagine ça, là. Tu payes... La majorité des SIM providers, là, ils facturent à la quantité de données emmagasinées puis traitées. Ouais. Ben, si tu as 60% de ton parc que tu... littéralement t'élimines les event logs de l'OS, ben c'est d'autant de données que tu n'as plus besoin de payer sur ton SIM. Fait que il y a des économies de coûts. Il n'y a pas juste le fait que tu as besoin que tu as une économie de temps, mais tu as une économie de coûts aussi. Fait que bref, c'est un peu ce que je voulais aborder comme sujet aujourd'hui, parce que je trouve que on n'en fait pas assez la promotion. On pense souvent au cloud comme de la pure migration de charge, parce qu'on prend un workload à gauche, on le déplace à droite. Mais en termes de sécurité, il n'y a pas de bénéfice réel parce qu'il y a juste du nouveau. Il faut que tu gères de la gouvernance, il faut que tu gères du IAM, il faut que tu gères... Là, tu avais déjà un SIM, puis là, ton SIM, il était super bon parce que tu catchais tous tes event logs on-prem, mais là, il faut que tu ramènes ceux du cloud en même temps. Fait que, ça te fait juste du plus, mais tu n'as pas le moins. Le moins, tu l'as quand tu modernises. Oui, énormément. Puis c'est ça qui est peut-être plus dur pour les entreprises à pouvoir se projeter, à pouvoir projeter justement le bénéfice. Puis de toute façon, moi, je le répète souvent là, chez mes clients, je dis là, tout ce qu'on peut automatiser, tout ce qu'on peut déléguer, puis justement, le fait de containeriser, c'est une façon de déléguer des choses à un tiers qui est beaucoup plus spécialisé, qui
que c'est sa job finalement. Parce que tu sais, je veux dire, tu montrais dans le diagramme, je pense que c'était en 2003, les Borg. Ouais. Tu sais, cette expertise-là qui s'est développée depuis 2003, maintenant que ça fait. Ça fait 19 ans, ça va faire bientôt 20 ans que ça existe, cette technologie-là. Et cette expertise-là a amené de l'automatisation, de la mécanisation, sauf que les patchs chez Google, malgré le nombre de data centers, doivent se déployer dans un temps quasi record. Quand on a des entreprises qui ont de la misère à rouler des patchs sur leurs serveurs, sur une cinquantaine de serveurs dans une fin de semaine. Donc, on n'est pas dans la même proportion. Là. Et là-dessus, petite note à part, j'ai déjà été témoin. Un moment donné, on a eu un incident, il y a peut-être 1 an et demi. Bref, il y avait vraiment un problème là, dans le code. On a trouvé, il y a eu une panne liée à un bug. Tu sais, je veux dire, tous les cloud providers en ont. Ouais. Tous les éditeurs de logiciels, généralement, en ont. Ce qui était impressionnant, moi, c'est comment... Chez Google, ce qui est le fun, c'est une compagnie ouverte. On a accès à des systèmes internes. Fait que quand il y a un bug qui est identifié, puis qu'il y a une patch qui est émise, moi, comme Customer Engineer, j'ai accès à la console pour regarder. C'est pur, là. Écoute, je suis un mangeur de chips là-dedans. Là. Juste le regarder déployer, c'est impressionnant. Il y avait eu un bug, une couple un ou 2 ans. En tout cas, c'était sur l'infrastructure. Il fallait qu'il corrige un petit truc. Là. Puis là, je peux pas entrer dans les détails, mais moi, j'ai vu le pipeline de déploiement. Puis on le voit aller, là. Hey man, c'est de toute beauté. C'est terrible. Tu vois comment cette automatisation-là, puis c'était des modifications sur l'infrastructure. Là. C'était le problème concernait de l'infrastructure. Et on l'a patché à 100% avec du logiciel, tu sais, en suivant nos pipelines de CI/CD que Google a mis en place depuis 20 ans. C'est de toute beauté à regarder ça aller. C'est fun parce que un des bénéfices d'être chez Google, c'est des fois tu vois des choses à l'interne. Puis ça, c'était le fun à voir. Je pensais pas être témoin de ça, là, mais c'est quelque chose à voir aller. Maintenant, à cette heure, ça serait le fun. Puis juste mon objectif en participant un peu à ton podcast, c'est de m'assurer que les gens ils réalisent que hey, c'est possible, c'est pas. Les gens peuvent faire ce que Google fait. Oui. Ça existe, tu sais. Puis nous, on peut fournir ces outils-là, puis on les donne à la communauté pour que tout le monde puisse faire ça. Oui, c'est important. Puis c'est ça que on se rend compte à quel point la maturité des organisations à la gestion des patchs est pas là par rapport à ce genre de situation-là, comme tu mentionnes. Il doit être effectivement extraordinaire, là, avec un peu de popcorn, là, genre assis tranquille, puis le regarder là, la vitesse à laquelle ça doit s'opérer, ça doit être fantastique. Là. Je vais geeker le... Non, c'est vraiment... Je me rappelle bien, ça l'avait pris à peu près 4 à 5 heures. Je l'ai regardé, écoute, 4 à 5 heures déployés mondialement passés entre le stade de, tu sais, ils testent à l'environnement, puis là, tu sais, les Canaries deployment, là, parce que c'est tranquillement, tu fais juste mettre à jour une partie du code, parce que c'est ça, là, essentiellement, le container, une application, là, c'est plusieurs microservices. Oui. Les autres, ils mettaient juste à jour un petit microservice. Mais de la façon qu'ils le déployaient, c'était vraiment comme exponentiel. Ça a pris à peu près 4 à 5 heures mondialement, c'était réglé. C'était vraiment très impressionnant, mais ça aussi, ça démontre à quel point faut changer la réflexion des entreprises parce que la containerisation est une chose, mais tous les processus qui viennent avant aussi, puis toute cette agilité-là, toute cette façon-là de choses. Pour la sécurité, c'est génial. C'est que nous, notre rôle va devenir d'être plus en amont, c'est-à-dire d'accompagner les développeurs et s'assurer que le montage se fasse, mais c'est d'autant plus intéressant parce que là, on contribue, on participe à la valeur de l'organisation. On n'est pas juste fait pas juste entretenir la plomberie des tuyaux. Même si c'est important, les tuyaux, c'est pas ça qui apporte de la valeur de l'organisation puis qui permet justement, c'est pas ça qui fait des ventes, c'est pas ça qui fait que l'entreprise est en avance, c'est pas ça que revenir aux affaires. C'est tellement dur de trouver du monde. Tu veux pas leur faire des affaires plates, tu sais, tandis que quand tu le fais explorer ces concepts-là, il y a un petit peu de brain power qui allume un petit peu plus que juste patcher puis regarder des vulnérabilités puis ouvrir des règles de pare-feu. Là, ouais, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Fait que bref, j'espère que les gens aujourd'hui ont appris quelque chose de nouveau. Moi, j'ai appris qu'il y avait des outils disponibles que je vais aller explorer parce que je ne les connaissais pas. J'aime ça aussi, cette collaboration-là, parce que ça me permet de rehausser ma propre connaissance, qui était toute apparence pas très haut niveau avec les services de Google. Fait que je suis tant mieux. très choyé de tout ça. Regardez, ça s'appelle Migrate to Container.
C'est un subset de VM. C'est vraiment simple. C'est une VM que tu allumes dans ton infra. Ça audite, ça te planifie, puis ça le transforme pour toi. At no additional cost. C'est important. Oui, c'est important. Fait que sur ça, on va conclure cet épisode-là. Merci beaucoup. C'était encore très, Merci, très, Nicolas. très intéressant, très enrichissant. Et merci, Nicolas. Yes.